Lorsque vous regardez une carte du monde, la plupart du temps, vous voyez d'un côté les continents, avec leurs reliefs variés et marqués, leurs plaines, leurs canyons, collines et montagnes. Et de l'autre côté, les océans, qui semblent d'un bleu uniforme, plat et monotone. Sauf que si ces cartes rendent bien compte de l'histoire mouvementée des continents qui se sont déchirés, percutés ou fragmentés au cours du temps, elles ne rendent absolument pas justice aux affres qui se cachent sous la surface. Elles passent sous silence ce qui s'est déroulé sous les eaux. Pourtant, la Terre ne se termine pas là où la mer commence. Le sol ne disparaît jamais vraiment. Sous l'eau, il continue, il s'enfonce, il plonge à l'écart des regards. Et si nous ne pouvons plus y marcher, c'est simplement que nous n'avons plus rien sur quoi s'appuyer. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'aimerais vous emmener de l'autre côté du miroir, à la découverte de bouts de terre qui sont retournés sous les mers, de continents mornés, de milliers d'îles qui ont fini par couler, de longues chaînes de montagnes perdues, à jamais dissimulées et noyées. Et pour lancer cette plongée à la rencontre de ces mondes engloutis, commençons par nous intéresser à ce que l'on trouve dans le plus grand des océans du globe, le Pacifique, où l'on a débusqué la plus grande structure immergée de notre planète. Un continent qui a littéralement fini par couler, il y a de cela quelques 80 millions d'années, après s'être détaché des ancêtres de l'Australie et de l'Antarctique. Ce géant baptisé Zelandia, nous en avons déjà longuement parlé lors d'un épisode précédent, et je ne vais donc pas m'étaler plus que cela sur l'histoire et l'origine de ce que beaucoup de géologues considèrent comme le 8e continent. Mais gardez en tête qu'il existe actuellement là, dans le Pacifique Sud, gisant par plus de 1000 mètres de fond, une immense croûte continentale qui, si elle dépassait au-dessus des vagues, donnerait naissance à une masse de terre 2 fois plus grande que ne l'est le Groenland. Et surtout que ce continent englouti est loin d'être le seul géant de pierre à se cacher sous les mers. Car il existe là-dessous bon nombre d'autres structures aussi étranges, monumentales et souvent méconnues. En s'éloignant de Zelandia pour embrasser du regard la totalité des fonds de l'océan Pacifique, on peut voir des régions qui semblent plus sombres que les autres. Ces longues et étroites saignées qui peuvent s'étaler sur des milliers de kilomètres de long et afficher des profondeurs de 10 km sous la surface de l'océan sont des tranchées, des fosses océaniques. Elles ont été comme creusées par les croûtes du même nom constituant le Pacifique, comme les autres océans, et qui glissent sous celles des continents avant de plonger vers les profondeurs de la Terre. En s'enfonçant, ces plaques, que l'on dit en subduction, vont être chauffées et voir leur constitution changer, au point de se mettre en partie par fusionner et ainsi engendrer, à proximité de là où elles coulent, la formation de longues chaînes de volcans alimentées par leur décomposition. C'est à ces croûtes s'affaissant que l'on doit notamment l'existence de la ceinture de feu du Pacifique, qui en courant sur 40 000 km, borde la quasi-totalité de l'immense océan, et surtout accueille près de 75% des volcans émergés actifs de notre planète, tout en concentrant 80% des séismes de surface. Et si ces intenses activités volcaniques ont pu donner naissance à des structures visibles même depuis l'espace, telles qu'une grande partie des 7000 km de la chaîne montagneuse des Andes en Amérique du Sud, elles ont également engendré d'immenses édifices en très grande majorité, cachés sous les eaux. Comme ici où cette longue chaîne de montagnes, cet arc volcanique des Aléoutiennes qui s'étire sur 1700 km entre l'Alaska et le Kamtchatka, n'est en réalité que la partie visible d'un ensemble beaucoup plus vaste, qui ne se laisse apprécier que lorsque l'on s'intéresse à ce qui se passe sous la surface. Car en enlevant les océans, ces îles volcaniques qui peuvent sembler modestes en taille, deviennent ce qu'elles sont vraiment, à savoir des géants rivalisant en taille avec les plus imposantes de nos montagnes, des monts blancs du Grand Bleu, dont on ne voit que la coiffe, et qui s'érigent depuis le fond des mers, situés 4200 mètres plus bas que leurs rivages. Et en suivant vers l'ouest la tranchée de cette fosse océanique formée par la subduction de la plaque pacifique sous celle nord-américaine, l'on arrive sur l'imposante saignée de Kuril-Kamtchatka, qui, profonde par endroits de 10 500 mètres, a donné naissance dans le sillage de sa plongée dans les profondeurs du globe, à d'imposantes chaînes de montagnes terrestres. Plus au sud, toujours sous les eaux, on retrouve un autre relief démesuré du même type, un autre gigantesque arc volcanique, riche lui de centaines de volcans actifs, qui court sur près de 3000 km au sud du Japon. Bien qu'il dépasse en moyenne de plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du plancher océanique, cet édifice de plus d'1 million de kilomètres carrés, soit une superficie équivalente à celle de la Bolivie, n'est pas suffisamment élevé pour percer la surface. Pourtant, à cet endroit, là où la plaque pacifique coulisse de quelques centimètres par an, sous celle des Philippines au nord et des Mariannes au sud, il pourrait bien sortir de l'eau
D'ici quelques millions d'années d'activité volcanique intensive, une imposante bande de terre à l'air libre. Plus au sud, à quelques milliers de kilomètres de là, on retrouve une étrange saignée qui s'étend du nord-est de la Nouvelle-Zélande jusqu'aux îles Tonga. Cette zone de subduction, baptisée Kermadec et Tonga, est la seconde fosse océanique la plus profonde au monde. Ici, la plaque pacifique plonge à 10 800 mètres sous la surface, avant de disparaître sous l'Indo-Australienne, en contribuant à former un grand nombre de volcans engloutis comme émergés. Mais les 70 monts sous-marins que vous pouvez voir s'aligner sur cette longue chaîne dite de Louisville, et dont les plus vieux ont été générés il y a de cela 80 millions d'années, ne doivent, eux, en rien, leur existence à cette zone de subduction. Car même si beaucoup de montagnes comme de volcans se forment lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, il arrive aussi qu'on en retrouve formés loin de toute zone de friction ou de contact. C'est le cas de ces derniers, qui se sont tous formés au-dessus d'un point chaud aujourd'hui sommeillant, et situé à plus de 4000 km de là. Et si ce point chaud a fini par décliner et s'arrêter de cracher, d'autres sont eux encore bien vivants. On trouve à plusieurs endroits du globe d'immenses colliers de perles volcaniques, dont le représentant emblématique est très certainement la chaîne sous-marine Hawaii Empereur, qui traverse une grande partie du Pacifique Nord, depuis l'île principale d'Hawaï jusqu'au fossé océanique de Kuril-Kamtchatka. Car le point chaud d'Hawaï, qui est le plus actif au monde, a non seulement produit les 8 îles que nous voyons aujourd'hui, mais a également laissé une empreinte qui s'étend et se prolonge sous l'eau sur environ 6200 km jusqu'à la tranchée océanique à proximité de laquelle se trouvent les plus vieux monts sous-marins de la chaîne. Et si les quelques 130 volcans qui constituent cette longue chaîne essentiellement sous-marine, et qui sont tous nés à peu de choses près ici, sont aujourd'hui si éloignés les uns des autres, c'est que la plaque sur laquelle ils reposent s'est depuis leur formation déplacée. Alors que la fontaine de lave jaillissante qui leur a donné naissance, le point chaud duquel remonte le magma des entrailles de la Terre, est lui resté stationnaire. Ici, comme pour la chaîne de Louisville, l'orientation des monts sous-marins nous indique grossièrement la direction du mouvement de la plaque océanique sur laquelle ces derniers reposent. On peut même voir par la présence de ce coude marqué que son mouvement a brusquement changé de direction, il y a de cela quelques 50 millions d'années. On sait aujourd'hui que les îles les plus jeunes de cette longue structure sont à peine âgées de 300 000 ans, alors que celle en bout de chaîne tutoie la centaine de millions d'années d'existence. Mais il est fort possible que l'activité de ce point chaud remonte encore plus loin dans le temps. On ne peut pas savoir. Si des montagnes sous-marines encore plus vieilles ont été ici formées, elles ont vraisemblablement été comme effacées, car en disparaissant sous la Russie, en s'enfonçant dans le manteau supérieur terrestre, la plaque pacifique emmène avec elle les amoncellements de lave qu'elle charrie. Lentement, en glissant, elle efface les traces du passé. Il arrivera peut-être un jour où l'île principale d'Hawaï, qui est formée d'un tas de lave accumulée, de sa base qui repose au fond de l'océan à son sommet plus élevé que ne l'est l'Everest, sera à son tour rayée de la carte par le mouvement des plaques tectoniques et leur rouleau compresseur coulissant. En attendant, cette accumulation de magma refroidi n'est rien en termes de volume comparé au plus grand colosse de lave récemment découvert sous les mers, le plus grand volcan de la Terre, le massif de Tamu, un mastodonte situé sous la mer, à 1500 km à l'est du Japon, et qui est 50 fois plus volumineux que le Mauna Loa, le plus imposant volcan de l'île d'Hawaï. L'origine de ce monstre, dont la superficie est semblable à celle de la moitié d'un pays comme la France, est intimement liée à celle de l'immense plateau dit de Chatsky-S, et auquel il est rattaché à la partie ouest. Ce plateau océanique, le troisième plus imposant au monde, semble être aujourd'hui scindé en deux, de part et d'autre de la chaîne Hawaii Empereur. Mais on pense que ces reliefs culminants à environ 2500 mètres au-dessus du fond des océans se sont formés après plusieurs millions d'années d'éruptions quasiment ininterrompues et qui ont eu lieu à plusieurs milliers de kilomètres de là où on les retrouve aujourd'hui. Ils sont en quelque sorte les témoins d'une histoire tectonique tourmentée dont on peut, à mesure que l'on s'éloigne de l'immense Chatsky-S, remonter le cours du temps en suivant cette longue queue qui s'affine et pointe en direction d'un point chaud déclinant et aujourd'hui éteint. Plus au sud, un autre plateau océanique similaire, les montagnes du Pacifique Centre, se distingue clairement de la monotonie apparente de la plaine abyssale alentour, au-dessus de laquelle il s'élève à plus de 2000 mètres.
On pense que ce vaste relief qui a commencé à se former au début du Crétacé est lui aussi né à la verticale d'un point chaud et d'un système de failles situé à plusieurs milliers de kilomètres de là, avant de lentement dériver vers le nord. Et l'on peut ici encore tenter de retrouver son lieu de naissance, en suivant à la trace ce long et fin chapelet d'îles volcaniques sous-marines, qui semble nous mener en Polynésie, au niveau des Tuamotu, avant de bifurquer et d'aller se perdre en direction du point chaud de l'île de Pâques. Et il est étrange de penser que pendant des dizaines de millions d'années, cette formation était vraisemblablement un immense archipel de vastes et majestueuses îles tropicales, qui, s'éloignant de toute alimentation en lave, à force de s'éroder se sont affaissées, entourées de récifs, transformées en atolls, avant de finir inévitablement par couler à la fin du Mésozoïque, il y a de cela quelques 70 millions d'années. Sur ce vaste plateau, on retrouve les vestiges de vieux monts sous-marins et des dizaines de restes de volcans éteints. Continuellement à l'échelle de notre planète, de la lave coule sous les eaux, si bien qu'on estime qu'en moyenne, une vingtaine d'éruptions sont en cours, là, maintenant, au fond des océans. Et par le passé, celles-ci ont souvent craché des volumes de magma prodigieusement énormes. Comme l'atteste la présence dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, de deux immenses plateaux océaniques dont vous n'avez très certainement jamais entendu parler, l'Ontong Java et le Maniiki. Pourtant, ces géants de pierre couchés sous les mers, et qui s'élèvent tout de même à plus de 2 à 3 000 mètres au-dessus du fond des océans, sont les vestiges d'un cataclysme de fin du monde, car ils se sont formés lors du plus grand événement volcanique que connut notre planète au cours des 200 derniers millions d'années. On pense que l'éruption qui leur a donné naissance a très certainement acidifié massivement les océans et poussé vers la porte de sortie bon nombre d'espèces de notre planète. Cela s'est passé il y a environ 120 millions d'années, lorsque l'Australie et l'Antarctique, alors collés ensemble, ont commencé à se séparer, en étirant dans leur sillage le fond de l'océan, au point de finir par comme le déchirer. L'épanchement magmatique qui s'en suivit cracha alors un volume de lave équivalent à 4 éruptions du Pinatubo par an, et ce de façon quasi continue pendant 3 millions d'années. Lorsque tout fut terminé, le plateau d'Ontong Java Maniiki formait un territoire aussi grand qu'un pays comme la Mongolie et couvrait alors 1% de la surface de toutes les terres émergées de notre planète. Et puis, à mesure que les continents australiens et antarctiques continuèrent de s'éloigner, l'immense plateau s'est à son tour déchiré en plusieurs morceaux. L'Ontong Java, le plus grand de ces fragments, malheureusement pour lui, est voué à disparaître, car le mouvement des plaques, en le poussant progressivement dans la fosse de Salomon, est en train de l'effacer. Quant au Maniiki, si on pense qu'il a pu posséder par le passé des centaines d'îles dépassant de la surface, il n'est plus ponctué aujourd'hui que par des monts sous-marins et ne possède plus que 3 petits atolls pour seule terre émergée, perdus dans une étendue de 770 000 km². Imaginez pour le seul plaisir de la spéculation, l'influence qu'aurait pu avoir sur l'histoire du monde la présence ici, à la croisée entre la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie, d'une si grande terre émergée. Mais quittons maintenant l'océan Pacifique pour aller explorer l'Indien, dans lequel on trouve nombre d'édifices rocheux sous-marins dépassant en superficie un grand nombre de nos pays. À commencer par le plateau des Kerguelen, la deuxième plus grande masse terrestre perdue sous les eaux de notre planète. Là, à 3000 km au sud-ouest de l'Australie, on retrouve immergé en eau profonde un immense plateau sous-marin, constitué de roches volcaniques et sédimentaires submergées, et qui a tout d'un microcontinent. S'étendant sur près de 2200 km de large, l'ensemble couvre une superficie de plus d'1 200 000 km², soit plus de 2 fois la superficie de la France métropolitaine. De ce large édifice qui s'élève en moyenne à 2000 mètres au-dessus des fonds marins environnants ne dépasse désormais plus de la surface que quelques îles. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Songez qu'on retrouve là, au fond de la mer, des roches sédimentaires similaires à celles qui jonchent les sols de certaines régions du sud de l'Australie, comme de l'Inde. La présence de tels dépôts au fond des eaux nous rappelle qu'il fut un temps où ces continents étaient connectés et que l'immense plateau des Kerguelen partage avec eux un passé commun. Il y a de cela quelques 120 millions d'années, alors que le supercontinent Gondwana commençait à se morceler, et avec l'ouverture de l'océan Indien, le point chaud des Kerguelen s'est mis à abondamment alimenter en magma la surface de cette partie du monde, et forma le microcontinent des Kerguelen. Une masse de terre qui dépassait alors largement au-dessus de la mer, et possédée par endroits de hauts sommets, de longues chaînes de montagnes et d'immenses forêts s'étendant à perte de vue. De nombreux forages ont en effet pu montrer,
dans les roches sous-marines de cette région la présence de charbon de bois, qui se serait formé à une époque où une grande partie du plateau était au-dessus du niveau de la mer et recouvert de larges et denses forêts de conifères au milieu du Crétacé, il y a de cela quelques 100 millions d'années. Ce qui deviendra plus tard les Kerguelen était alors une île aussi vaste que le Japon, parsemée de pics montagneux dépassant allègrement de 2000 mètres au-dessus du niveau des océans. Puis, quelques 40 millions d'années plus tard, une large partie du microcontinent a fini par couler. Au cours de sa longue histoire, on pense qu'à plusieurs reprises, de larges portions de ce plateau se sont retrouvées pendant des millions d'années à l'air libre. Et puis l'ensemble s'est comme scindé en deux et a même fini par, en partie, se disloquer. On retrouve en effet à l'ouest de l'Australie un plateau océanique plus vaste que le Portugal et qui ne formait autrefois qu'un avec les Kerguelen, avant de se retrouver embarqués dans un mouvement déchirant lorsque l'Australie et l'Antarctique ont commencé à se séparer. Et même si les sommets de cette imposante masse gisent actuellement par 1000 mètres de fond, tout laisse à penser qu'au moment où ils ont été arrachés à leur microcontinent d'origine, ceux-ci dépassaient alors fièrement au-dessus des eaux. En partant de cette crête brisée, on retrouve au nord une immense dorsale médio-océanique qui court sur près de 5000 km jusqu'au golfe du Bengale où elle disparaît sous un démentiel amoncellement de sédiments. On pense que cette étrange structure tire elle aussi son origine de l'existence d'un point chaud, situé en dessous des Kerguelen, et qui aurait, il y a 80 millions d'années, commencé à lui donner naissance en crachant de façon régulière et quasi continue de la lave sur la plaque coulissant vers le nord, au-dessus de lui. Et j'aime bien, je dois dire, m'amuser à imaginer ce qu'aurait été cette région du monde, si cette crête, recouvrant au total une surface de près de 750 000 km², soit la superficie d'un pays comme le Chili, auquel elle ressemble, je trouve d'ailleurs fortement, avait dépassé de la surface de l'océan. Alors bien sûr, aujourd'hui, cet édifice géologique large en moyenne de 200 km se dissimule entièrement sous les mers, mais des sondages réalisés en profondeur ont trouvé dans certaines roches de cette chaîne du pollen et des fragments de végétaux fossilisés, suggérant qu'il y a environ 60 millions d'années, des parties de celles-ci ont été temporairement exposées à l'air libre. Plus à l'ouest, dans la partie centrale de l'océan Indien, on retrouve un autre édifice englouti et lui aussi tout autant étonnant. Cette vaste bande de terre immergée a commencé à se former durant le Crétacé, quelques 30 millions d'années après que l'Inde et Madagascar se soient détachés. À cette époque, ce qui est aujourd'hui le point chaud situé sous l'île de la Réunion libéra dans la partie centrale du sous-continent indien d'énormes quantités de magma qui, en s'empilant sur des milliers de mètres, ont donné ce qu'on appelle les trappes du Décan. Et alors que le sous-continent continuait sa remontée vers le nord, en laissant derrière lui le point chaud, celui-ci continua de cracher et de donner naissance à de nouvelles terres, perçant la surface de l'océan. Ainsi naquit le vaste plateau dit Chago-Lacadive, ainsi que les archipels du même nom et les îles des Maldives, qui sont les restes émergés d'un ensemble beaucoup plus vaste, enfoui en moyenne 1000 mètres sous la surface. Plus au sud, on retrouve un autre immense édifice, lui aussi en grande partie sous-marin, et qui s'étend sur environ 2000 km depuis les Seychelles jusqu'à l'île de la Réunion, là où toujours en activité crache le point chaud, ayant donné naissance à cet ensemble. Songez qu'ici se trouve parfois à seulement quelques mètres sous la surface, un territoire aussi vaste que ne l'est l'île de Cuba, et qui s'érige 4000 mètres au-dessus de la plaine abyssale alentour. Le banc de Saya de Mala, par exemple, qui s'est formé il y a 35 millions d'années au-dessus du point chaud de la Réunion, n'est plus aujourd'hui qu'un vaste ensemble de fonds marins, recouvert de vestiges de récifs coralliens peu profonds. Mais cette région a été, il y a de cela des millions d'années, un large ensemble d'îles montagneuses volcaniques, recouvrant une région aussi grande que ne l'est la Belgique. On peut d'ailleurs trouver sur cet immense plateau sous-marin des Mascareignes quantité de restes de récifs coralliens, d'atolls engloutis, qui donnent tous à penser qu'autrefois, une grande partie de ce territoire était à l'air libre. Et vu que l'essentiel de ce plateau se situe à des profondeurs comprises entre 8 et 150 mètres, nombre de ces vestiges devaient être des îles basses il y a seulement 20 000 ans, lorsque durant la dernière période glaciaire, le niveau de la mer devint 120 mètres plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui. Et j'aime bien, je dois dire, penser au fait qu'avant de rentrer en collision et de fusionner avec le continent asiatique, le sous-continent indien est littéralement passé par là. On retrouve d'ailleurs aux Seychelles des gisements de basalte issus des dantesques éruptions volcaniques du Décan, survenues dans la partie centrale du sous-continent
et dont on pense qu'elles ont contribué à faire disparaître les dinosaures. Dans cette partie du globe, le plateau des Mascareignes n'est pas le seul immense agrégat de roches dissimulé sous l'horizon. On retrouve en effet encore plus au sud, à quelques 1000 km des côtes malgaches, ce qu'on appelle les bancs de Walter. Une sorte de petit fragment continental, un ensemble de montagnes submergées, dont les sommets aplatis en forme de plateau les plus au sud ne sont qu'à 18 mètres sous la surface des eaux. Ce qui fait que là encore, une grande partie de cette région était à l'air libre lors de la dernière glaciation. En fait, si cette vaste portion de terre accrochée à Madagascar dépassait de la surface, l'île verrait sa superficie pratiquement doublée pour atteindre à peu de choses près celle de l'Afrique du Sud. Un pays au large duquel se trouvent sous les eaux 2 autres plateaux qui s'élèvent à 2500 mètres au-dessus du plancher océanique qui les entoure, et qui se sont formés après que l'Antarctique, l'Afrique et l'Amérique du Sud se soient détachés. Dit autrement, ils sont en quelque sorte les fragments d'un déchirement impliquant 3 continents, mais aussi l'activité survitaminée, il y a de cela quelques 100 millions d'années, d'un point chaud baptisé météore. Et en remontant vers le nord, dans le sud de l'océan Atlantique, l'on peut rencontrer d'imposantes masses sous-marines ayant un passé commun et dont la disposition nous raconte une histoire au début de laquelle un océan s'est ouvert. D'un côté, à l'est, se trouve la crête de Walvis, une longue succession de monts sous-marins dont certains s'élèvent à plus de 3500 mètres au-dessus du fond de l'océan et qui s'étend sur plus de 3000 km depuis la dorsale médio-océanique jusqu'au nord de la Namibie. Et de l'autre côté, à proximité relative des côtes d'Amérique du Sud, on retrouve une autre formation qui semble s'être construite en miroir, l'élévation du Rio Grande que certains appellent l'Atlantide brésilienne. Car on a trouvé, gisant sur cette vaste protubérance qui s'élève au-dessus des fonds océaniques environnants, des blocs de granit, un type de roche que l'on ne retrouve d'ordinaire que sur les continents. Cette configuration grossièrement symétrique est le résultat, lorsque l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Afrique, de l'ouverture de l'Atlantique. Au cours du Crétacé inférieur, il y a quelques 120 millions d'années, ces 2 édifices ont commencé à se former au même endroit, à peu de choses près ici, là où jaillissait alors le magma provenant des entrailles de la Terre, au niveau du point chaud dit de Tristan. Puis au cours des millions d'années qui ont suivi, alors que les épanchements de lave basaltique ont continué à percer la surface, ces formations devenues de plus en plus vastes se sont mises à dériver avec le glissement des plaques océaniques et l'ouverture du nouvel océan. Et ce qui deviendra plus tard la crête de Walvis et l'élévation du Rio Grande ont pris, par la force des choses, des directions différentes. À l'origine, l'un à côté de l'autre, ces immenses dépôts de basalte emportés par le mouvement des plaques tectoniques se sont progressivement séparés. Et si aujourd'hui l'activité du point chaud vieillissant de Tristan a fortement décliné, d'autres régions de cet océan sont-elles actuellement le théâtre d'un volcanisme régulier et beaucoup plus intense. Pour en rencontrer, prenons la direction du nord en allant vers l'archipel des Açores. Cette masse terrestre relativement jeune est une zone volcanique active depuis environ 7 millions d'années. En ce point, les plaques nord-américaines, eurasiennes et africaines forment une triple jonction où chacune prend une direction différente et le magma qui arrive ici à percer la croûte a fini par donner naissance à 9 îles émergées, dont le plateau sur lesquels elles reposent est presque aussi grand en superficie qu'un pays comme le Royaume-Uni. Et à 1000 km au sud des Açores se trouve le mont sous-marin, dit du Grand Météore, l'une des plus grandes montagnes à sommet plat de notre planète. Là, à 270 mètres sous la surface, se trouvent les restes d'un édifice dont la superficie est comparable à celle de l'île Maurice. S'élevant de près de 4000 mètres au-dessus des fonds marins environnants, les sommets de cette île engloutie ont depuis longtemps été rabotés, limés par l'action des vagues. Mais il fut un temps, il y a de cela des millions d'années, où le grand météore, avant de s'affaisser, était à l'air libre. Dans tous les océans de la planète, parfois à seulement quelques centaines voire dizaines de mètres en dessous de la surface des vagues, on peut trouver des montagnes. On connaît aujourd'hui sur l'ensemble des fonds marins du globe près de 100 000 monts sous-marins de plus de 1000 mètres de haut. Et on estime le nombre de ceux dépassant les 100 mètres à près de 2 millions. Songez que si tous les monts sous-marins du seul océan Pacifique étaient rassemblés en un seul endroit, alors leur superficie serait globalement comparable à celle de l'Europe. On trouve d'ailleurs, au nord-ouest de ce continent, un vaste amoncellement de roches qui s'est formé bien avant que l'Islande ne naisse, entre le Groenland et l'Europe, il y a environ 55 millions d'années.
Aujourd'hui, de cette sorte de fragment de continent inachevé, rien ne dépasse, si ce n'est l'étonnant îlot isolé de Rock Hall, qui, bien qu'il ne s'élève qu'à 21 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le point culminant, le sommet fatigué d'une protubérance aussi grande qu'une Irlande enfouie sous plusieurs centaines de mètres d'eau. Et l'on pourrait encore multiplier les exemples, mais vu qu'il faut bien s'arrêter quelque part, nous allons boucler notre tour du monde des grands fonds en nous rendant dans le Grand Nord, en suivant depuis l'Islande les dorsales océaniques jusqu'à finir par trouver, à l'extrémité de celle de Gakkel, une étrange formation, longue de 100 km et large de 40, une caldeira sous-marine formée par l'éruption d'un supervolcan qui explosa sous les eaux de l'Arctique il y a de cela des millions d'années. Pendant si longtemps, nous avons ignoré, sommes passés à côté de tous ces géants engloutis, ces petits continents avortés. Il y a définitivement sous les eaux un grand nombre d'autres planètes bleues. Un immense merci à la Cité de l'Océan et à l'Aquarium de Biarritz. L'existence de cet épisode leur doit beaucoup. Si vous passez ou vivez dans le sud-ouest de la France, c'est une étape toute trouvée pour se mettre la tête sous l'eau, tout en restant au sec. À l'Aquarium, vous pourrez observer au plus près bon nombre des habitants fascinants des mondes du dessous. De l'autre côté des vitres de l'un des plus grands bassins de France, vous pourrez entre autres y contempler près d'une dizaine d'espèces de requins différents. Ici, des méduses aux ombrelles ondulantes, là, des myriades de poissons d'un lagon caraïbe. À la Cité de l'Océan, vous découvrirez quantité de contenus ludiques et intelligents sur l'océan, des expositions, des ateliers et des expériences pour comprendre, tout en s'amusant. Et ça, c'est même la tête que vous risquez d'avoir en découvrant, comme moi, les grisantes et déroutantes sensations provoquées par le surf virtuel sur planche dynamique. Pour leur soutien, glouglou sur eux et surtout, glouglou sur vous.